Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette discussion au sens le plus large du terme. Je vais peut-être vous dire comment je vois la chose, et puis si jamais il y a une huée qui monte, eh bien, ma foi, je reverrai la chose. La proposition est la suivante, c'est quand nous avons donc 1 heure et demie devant nous, nous procédions de la manière suivante: les 3 premiers quarts d'heure, une discussion avec les personnes qui sont sur cette estrade, et puis dans les 3 quarts d'heure qui suivent, vos questions plus précises sur un point ou sur un autre qui a été abordé dans la discussion précédente, ou pas forcément abordé, mais que vous avez envie de voir traité. La seule règle que je demande ici à tout le monde, et croyez-moi, je pratique M. Debonnaire depuis longtemps, donc il ne m'en voudra pas, c'est d'avoir, comme disait Tchekhov, le sens de la brièveté, parce qu'elle est sœur du talent. Donc on va tous être incisifs, précis dans nos durées. Il m'arrive parfois d'animer des débats où le premier intervenant parle 25 minutes et où je me dis mais comment je vais faire pour les 2 heures qui suivent, et où la première question dure un quart d'heure. Donc si on peut essayer de se restreindre un petit peu pour qu'on puisse avoir des échanges simplement plus variés, plus riches, qui puissent se passer comme un dialogue. Avant de commencer et de demander un premier effort aux intervenants qui sont là, je passe la parole à Boris pour qu'il vous explique le petit sondage que nous allons vous proposer, auquel que nous allons vous soumettre spontanément, Merci, sans Massimo. préparation. Et surtout un grand merci à Massimo d'avoir accepté de venir faire le maître de cérémonie. On se réjouit de la soirée. Alors, vous avez ici sur le petit écran, je ne sais pas, sur le grand il n'y a pas, mais si jamais c'est derrière, vous pouvez scanner un code QR qui va vous amener sur une application qui s'appelle Slido. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à vous amuser un peu avec, parce que c'est quand même sympa de faire ça sur des manifestations. Et puis, quand vous allez vous connecter là-dessus, eh bien, vous allez avoir une question qui va apparaître maintenant. La question: pensez-vous avoir été victime d'une forme ou d'une autre d'abus dans le cadre d'une pratique sportive à un moment dans votre vie, etc. Oui, clairement. Oui, c'est possible. Non, pas du tout. Bof, je ne sais pas. Quand on dit abus, évidemment, on inclut dedans la notion de maltraitance au sens large, très large du mot. Donc on voit, voilà, il y a déjà 30 personnes qui ont répondu, c'est bien, ça fuse. On va attendre d'avoir une cinquantaine, je pense, pour révéler un petit peu ce qu'on a. Ça pose un petit peu un cadre. 49, qui dit mieux? Une fois, 2 fois, une 50e personne qui arrive à répondre, 51. Voilà les résultats. 35% oui, clairement, 31% oui, c'est possible. Waouh. Waouh. Question suivante. Avez-vous été témoin d'une situation ou d'une situation d'abus ou bien quelque chose que vous dites c'est pas tout à fait normal dans le sport? Les mêmes possibilités. Avez-vous été témoin? C'est pas facile parce qu'on vous a dit tout à l'heure, si vous êtes témoin, vous devez agir. Donc, ouais, je sais, je suis un peu difficile dans les questions, mais voilà. Donc on est à 47, 49. Balaram, on a plus de 50. On affiche 71%, oui, clairement. Ouais. Excellent. Il y a une dernière question et après, Massimo pourra enchaîner. Le sport de compétition est-il, selon vous, synonyme de... Et vous avez comme option entre 0 et 10, 0, risque pour la santé, 10, promoteur de santé. Que pouvez-vous répondre entre 0 et 10? Enfin, vous avez des smileys que vous pouvez mettre. Et voilà. Ça avance. 37. Alors, vous connaissez bien sûr le phénomène d'ancrage. Quand on est dans un contexte particulier, ça s'appelle l'ancrage. Donc, la pensée qu'on a, elle est influencée par le contexte. Et donc, du coup, on n'est pas forcément très étonné que le contexte fait pencher la balance un peu sur la gauche au départ, mais en fait, ça commence à se rééquilibrer. On a un score de 4,4. J'ai fait ça à Suisse Olympique avec pas mal de monde cette semaine. Le score final, c'était 5,0, pile au milieu. Je laisse la parole à Massimo.
Merci Boris. Ben voilà, je crois qu'avec ce petit sondage, c'est une manière de prendre la température et de se rendre compte à quel point le sujet de ce soir est un sujet qui fait partie de la perception qu'on a de la pratique du sport dès qu'on la pratique de manière intensive. Ça va être au cœur de cette discussion. J'aimerais vous demander à toutes et à tous un premier effort, hein, c'est histoire de bien se mettre dans le coup. Je vais vous demander à chacun en 45 secondes. On a bien imprimé, Monsieur Desbonheur, 45 secondes. C'est moins d'une minute, Monsieur Desbonheur. Vous pardonnerez cette familiarité, mais je le fréquente depuis 15 ans et croyez-moi, je connais le Lulu. Voilà. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, en 45-50 secondes, d'abord de vous présenter pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui viennent d'arriver, de dire qui vous êtes et à quel titre vous êtes ici. Et puis ensuite, j'aimerais que vous répondiez simplement au plus près de votre conscience à la question suivante. Est-ce que pour vous, la notion de maltraitance, d'abus dans le sport chez les jeunes, d'élite ou pas forcément, est encore aujourd'hui un sujet tabou ou plus vraiment? Peut-être on commence avec vous, Sarah. Il faut juste appuyer sur le bouton pour que ce soit vert. Voilà. On m'entend ? Merci. Oui. Alors, je me présente, je m'appelle Sarah Marchini. Je suis là parce que j'ai fait partie des gymnastes rythmiques qui ont dénoncé en fait des cas d'abus dans le cadre national suisse. Donc c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur. Si le sport, les abus dans le sport, c'est tabou, bien évidemment que oui. Je pense qu'il y a toute une partie d'idéalisation du sport qu'il faut complètement déconstruire parce que tout n'est pas magnifique dans ce monde-là. Je veux dire, à partir du moment où on a des êtres humains qui interagissent entre eux, il y a forcément des problèmes. Donc voilà, j'espère que c'était assez concis. Merci. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Roberta Antonini-Philippe, donc Université de Lausanne, maître d'enseignement et de recherche en psychologie du sport et psychologue également. Donc, moi, mes axes de recherche, en plus, ils sont pile quand même dans les relations interpersonnelles. Donc, forcément, des dérives de ces relations interpersonnelles, malheureusement, c'est également ça peut être aussi la maltraitance ou toutes sortes d'abus. Et peut-être pour répondre à votre question, alors tabou, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au mot tabou, mais en tout cas, je sais que ça existe beaucoup et que malheureusement, encore assez peu est fait, en quelque sorte. Et c'est tellement incarné que ça semble normal. En tout cas, c'est accepté par beaucoup d'athlètes et dans beaucoup de milieux sportifs. Donc oui, on peut peut-être parler du mot tabou, finalement. Merci. Madame. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là avant, je m'appelle Charlotte Iselin, je suis avocate. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est encore tabou dans le sport ? Je n'ai pas forcément la réponse. Après, c'est toujours ce questionnement de se dire, est-ce que les gens parlent, mais finalement leur parole n'est pas entendue ? Et ça, je vous laisse réfléchir à votre propre expérience et vous dire, est-ce que des gens avaient parlé et ça n'a pas été entendu ? Du coup, on ne peut pas dire que c'est vraiment tabou, c'est juste pas écouté. Merci. Boris. Boris Gojanovic, médecin du sport. Je suis président de la Société suisse de médecine du sport. Et en 2012, j'étais à Macolin, je m'occupais de l'équipe nationale de gymnastique rythmique. Enfin, je pensais que je m'en occupais, mais il y avait une entraîneuse qui s'en occupait en huis clos, donc je ne pouvais pas tout à fait m'en occuper. Et j'ai constaté petit à petit des choses qui me paraissaient contraires à l'éthique. Et je me suis rappelé que dans médecin du sport, il y a sport, mais il y a médecin aussi. Et je suis rentré à la maison un soir et je me suis dit, là, j'ai un problème parce que je ne peux pas fermer les yeux et je ne vais pas pouvoir dormir si on ne fait pas quelque chose. Voilà, on est 11 ans plus tard. Ça a pris longtemps avant que certaines choses changent. Et oui, alors le tabou, je ne sais pas si c'est tabou. Pour que quelque chose soit tabou, il faut que ce soit clairement défini. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore clairement défini. 45 secondes. Merci. Matteo. Bonsoir à tous, Matteo Vanetta, je suis le directeur aujourd'hui de l'Académie de Lausanne Sport.
J'ai une expérience en tant que formateur de jeunes, donc de 14 à 18, 19 ans, mais j'ai aussi travaillé avec les adultes, donc je pense que ça fait bientôt 30 ans que je suis actif dans le football, donc dans le monde du sport. Tabou? Non, puisque le monsieur qui est à ma droite a introduit déjà une certaine sensibilisation par rapport aux éducateurs. Par contre, de la part des parents, venir oser parler envers nous, les responsables d'une structure, je pense que ça l'est encore. Merci Matteo. Yves? Ok. Yves Desbonheur, j'étais responsable de la formation des entraîneurs à la SF et j'étais entraîneur national des moins de 17. Je suis SMIR traité, je travaille pour la Valaisanne pour les 12, 13, 14 ans et 15 ans. Tabou, je pense surtout, c'est trop tu. Ça veut dire qu'on n'entend pas les gens venir vraiment oser dire les choses. Et ça, c'est peut-être le plus gros problème. Ça veut dire que le climat n'est pas propice à ça. Alors, j'aimerais poser une question peut-être à celle qui est ils sont encore très jeunes, nos deux amis, mais enfin, la dernière athlète de haut niveau, c'est vous, mais elle est aussi pour les deux personnes qui sont ici et peut-être plus largement aux autres. Au fond, on est là, on parle de sport, de jeunes, de sport d'élite. Est-ce qu'il ne faut pas accepter l'idée, Sarah, que faire du sport et le faire de manière intensive, c'est d'emblée se maltraiter, qu'il faut vivre avec le fait que, enfin, on nous dit qu'il faut te faire violence, faut sortir de ta zone de confort, no pain, no gain, faut y aller, faut souffrir, faut t'arracher, arrête de te plaindre, ce genre de choses qui est très présent. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose de consubstantiel et de presque pervers entre la pratique du sport à un certain niveau et ce qu'il implique comme risque potentiel de violence, de maltraitance et d'abus? Cette question se pose à tout le monde, mais j'aimerais commencer par vous entendre, vous. Alors, je pense qu'il y a... En fait, moi, je parlerai un peu d'une confusion générale. Le sport d'élite, dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse parler de sport pour la santé. On peut parler de sport pour la performance. Donc, on doit effectivement essayer de dépasser nos limites, essayer d'aller toujours plus loin. Mais ce qu'on a oublié, c'est que justement, il y a une limite. La performance, à un moment donné, quand on va s'attaquer et que ça devient vraiment néfaste pour la santé, la performance, elle va descendre. Et c'est justement cet équilibre-là qui est difficile à trouver. Et du coup, dans mon expérience, oui, quand on va à l'entraînement et qu'on va à l'entraînement tous les jours de la semaine, c'est pas facile. On n'y va pas en sifflotant, en se disant aujourd'hui ça va être cool. Non, c'est pas ça. Donc c'est une sorte. Moi, je pense qu'on peut comparer ça au travail en fait. Donc on se fait violence, oui, mais par contre ça justifie en aucun cas qu'on soit maltraité physiquement, qu'on soit maltraité psychologiquement. Moi, je prends toujours de l'exemple d'un entraîneur qui n'est pas satisfait du travail d'un de ses athlètes, ce qui peut être le cas. Par exemple, moi, j'ai toujours été une athlète qui n'était pas vraiment à me faire violence moi-même, donc il fallait toujours un petit peu me pousser. Par contre, je pense qu'on peut pousser quelqu'un dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre mettre le doigt sur un athlète qui travaille pas mal et dire « tu fais de la merde, la compétition c'est dans une semaine, moi je sais pas pourquoi je travaille avec toi », ou de lui dire « écoute, la compétition elle est dans une semaine, je pense que le travail que tu fournis il n'est pas suffisant ». Enfin, voilà, il y a tout le contexte on peut faire passer des messages, mais sans être insultant, sans être dégradant. Donc, je crois vraiment en la pratique d'un sport qui peut se faire avec bienveillance. Et voilà. Merci. Non, mais c'est important d'entendre ça. Vous qui avez travaillé encore avec des jeunes, vous partagez cet avis ou vous dites quand même que c'est un avis qui évidemment est parfaitement recevable, mais en même temps, la réalité, elle tente à le démentir. Souvent. Non, moi je rejoins à 100% ces propos. La façon dont on parle a énormément évolué. Nous, à notre époque, les entraîneurs là pouvaient nous dire tout. Maintenant, on ne peut pas tout dire. On doit prêter attention à ça. Mais quand on fait un sport de performance, à un moment donné, on doit passer des obstacles. Et on a plusieurs façons de passer dans les obstacles. Il y a un problème, il y a des vents contraires, il y a des difficultés.
Mais ce n'est pas ni des sacrifices, ni se faire violence. C'est tout simplement trouver des solutions à une situation. Et pour moi, l'approche est complètement différente. On ne pousse pas quelqu'un au-delà de l'obstacle, on lui explique comment le dépasser, on l'accompagne même. Et pour moi, ça, c'est toute l'approche qui doit changer au jour d'aujourd'hui. Yves, les choses, tu sens qu'elles ont beaucoup changé depuis le moment où tu as cessé d'être acteur, joueur, et que tu es passé de l'autre côté de la barrière. Est-ce que tu as senti une manière différente d'accompagner, de pousser, de stimuler, de pousser les joueurs? On parle en l'occurrence d'un sport collectif, mais on le trouve partout. Ou est-ce que les choses se font avec une grande lenteur quand même? Il y a des choses qui ont évolué. Massimo l'a dit, on est dans une période quand même qui est complètement différente aujourd'hui. Je pense que les entraîneurs sont un petit peu plus attentifs à la manière dont ils s'expriment face à leurs joueurs. Par contre, il existe toujours un élément, particulièrement dans les sports collectifs, le football en l'occurrence, c'est qu'il y a un résultat tous les samedis. Et ce résultat, c'est soit, il y a un très bon film d'ailleurs qui le montre, ça s'appelle Puro Football si jamais, soit ce résultat il est positif, et pour l'entraîneur c'est quelque chose de valorisant, donc pour lui c'est je vais monter un cran plus haut, ça veut dire j'entraîne les M15, mais avec un peu de chance, si je gagne tous mes matchs, je vais peut-être entraîner les M17, puis les M19, puis les M21. Et il y a une réussite sociale pour l'entraîneur par rapport aux résultats. Et donc à ce moment-là, il est un peu en difficulté par rapport à la notion d'échec. L'échec fait partie du jeu. L'échec est un élément clé pour progresser. Mais lui, l'échec, c'est un élément qui est perturbant parce qu'on va perdre le match. Et chez l'entraîneur, c'est un problème qui existe encore, ce qui fait ces réactions violentes, ce qui fait parfois ces réactions de cris, ce qui fait parfois ces réactions « mais c'est pas possible, t'es nul, tu sais pas, tu me les fais tous les week-ends ». Et l'enfant, il prend ça pendant la figure. Résultat. Toujours penser à ça, la notion de résultat et de progression dans la hiérarchie des entraîneurs. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis et élargir le propos de deux manières, mais ça s'adresse à vous trois. La première, qu'on le veuille ou non, même s'il y a une tendance dans le nouveau management à employer la notion de bienveillance, hein, même dans les entreprises les plus tyranniques, on parle de bienveillance. Ça s'est entendu dans les entreprises où il y a eu de terribles scandales. Même si cette notion de bienveillance progresse, qu'on le veuille ou non, on est dans une société, et tu viens de le dire par ce témoignage, Yves, où nous sommes sans arrêt jugés sur le résultat, sur le rendement, sur l'efficacité, sur l'image de la réussite qu'on donne de soi, ou sur l'image de la réussite qu'on donne de l'équipe. Ma question, elle est sous deux aspects. Elle est complètement dissociée, mais je la pose quand même, et j'aimerais vous entendre tous. Est-ce que cette réalité d'une société ultra compétitive où on ne valorise que ce qui marche, ce qui réussit, ce qui gagne, et dès que vous n'êtes pas comme ça, on a tendance un peu à vous regarder moins bien. Est-ce que cela est compatible avec une vision du sport qui soit, même du sport d'élite, hein, qui soit un peu plus bienveillante? Première question. Et deuxième question, on va prendre ce premier point d'abord, et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles osent dire « Non, là, il faut me parler autrement, je ne suis pas un bourrin ». Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. La première, c'est le monde dans lequel on est, où on a des exemples chaque semaine dans le domaine du foot, mais il y en a dans d'autres, dans notre société. Si vous ne gagnez pas, si vous ne réussissez pas, si vous dites « j'ai pas réussi », on vous regarde autrement. Et la seconde, est-ce que les personnes qui sont confrontées à ça osent, les athlètes, les jeunes, dire « non, ça ne va pas ». Je vous écoute volontiers. Qui vous voulez, les micros sont là, c'est à vous. Je suis peut-être pas la mieux placée pour y répondre, mais c'est vrai que ça me fait quand même penser... voilà, cette notion de bienveillance, elle est partout. Aussi, comme parents, on nous demande d'être bienveillants, mais on nous demande aussi que nos enfants réussissent. Donc, je vois bien l'antinomie. Après, sur cette nouvelle génération, alors, je ne peux pas dire pour le sport, parce que à nouveau, je n'ai pas représenté de sportifs, mais j'ai pu représenter des personnes dans d'autres milieux. Et j'ai quand même vu une nouvelle génération
qui, aussi avec les phénomènes MeToo, hein, qui est peut-être quand même un peu comparable, sont prêts à dénoncer et à tenir bon sur des choses qu'ils n'acceptent plus et qui ne sont plus acceptables. Et j'ai quand même espoir aussi dans ces nouvelles générations qui sont prêts aussi à venir poser ces limites-là. Bon, je ne suis pas sociologue, hein, je crois qu'il y a, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait ouvrir et peut-être avec d'autres compétences, mais bien sûr, on va regarder les médias sociaux, il y a un filtre positif constant, on doit montrer la meilleure image de soi-même, etc. Les jeunes en sont évidemment très très victimes avec tout ceci. Et puis après, cette poussée à la performance, elle est dans toutes les strates de la société, on ne va pas le changer. Maintenant, de demander aux jeunes générations de s'y opposer, alors que ce terreau dans lequel ils grandissent, il est fait de tout ça, c'est quand même difficile, parce qu'ils sont en fait poussés toujours vers cette performance déjà de l'image, simplement de l'image. C'est terrorisant de voir un petit peu les médias sociaux, comment ils opèrent. On regarde des jeunes athlètes qui sont obligés aujourd'hui de s'exposer sur les médias sociaux pour montrer leur meilleure image. C'est déjà une image de performance qui est compliquée à essayer de contrer. Donc, est-ce qu'ils osent dire non? C'est peut-être pas à eux. De nouveau, on en a parlé un peu tout à l'heure. Je crois qu'il y a des adultes aussi qui ont une responsabilité pour leur permettre de dire non. Ça, c'est déjà la première. Oui, on va y venir d'ailleurs, mais Oui, alors effectivement, ce que Boris vient d'évoquer, la responsabilité des adultes, en tout cas dans le domaine qui m'est peut-être un peu plus le mien, c'est-à-dire la psychologie, on essaie malgré tout de sensibiliser déjà les étudiants à l'université qui vont être des futurs enseignants d'éducation physique ou qui vont ensuite pouvoir travailler dans différents contextes, mais aussi les futurs psychologues du sport. Et ici, en plus, à la salle, il y en a beaucoup. C'est aussi une belle réussite, c'est-à-dire des personnes qui sont formées dans le contexte. Les futurs et les nouveaux préparateurs et préparatrices mentales, idem, dans la salle, il y en a beaucoup. C'est toutes des formations qui sont chez nous. C'est-à-dire des formations où on essaye quand même de sensibiliser les personnes ensuite qui seront en contact avec les athlètes pour leur proposer quand même qu'il y a toujours des alternatives et que bien sûr que le sport d'élite est en lien avec l'effort, le sacrifice. Ça a toujours été comme ça. Je ne pense pas que c'est peut-être plus ou moins, mais la façon dont on peut arriver à l'effort, on peut y arriver de façon différente. Un effort qui est sécurisé, en tout cas, où le jeune enfant ou le jeune adolescent, adolescente va se sentir en tout cas en sécurité, déjà dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire avec son entraîneur, son environnement social et le staff médical et autres, de façon vraiment générale. Donc moi, j'ose croire qu'on est en train d'aller de l'avant, en tout cas on est en train de proposer des services qui peuvent permettre ensuite aux athlètes de mieux se protéger, d'informer aussi les athlètes qu'il y a des choses ils peuvent dire non et qu'il faut dire non dans certaines situations. Donc, moi, je crois qu'on est en train d'aller vers l'avant et je crois aussi que la nouvelle génération, peut-être elle se laisse un petit peu moins quand même soumettre, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est mon expérience, c'est ce que je vois. Hein. C'est peut-être une toute petite partie que je vois, ou tout simplement, elle est mieux informée quand même des droits et des devoirs finalement. tu confirmes, vous confirmez, Sarah, ce qui vient d'être dit? Moi, Ça change? Je vais parler un peu plus du cas concret. Quand ça m'est arrivé, parce que c'était le cas, de voir une situation qui n'était pas positive, quand on est athlète et qu'on a un objectif en vue et que l'entraîneur est justement, entre guillemets, le seul à avoir le pouvoir de dire oui, tu vas participer à la compétition, on ne va jamais se rebeller frontalement à un entraîneur qui dépasse les bornes. Ou alors, il faut déjà justement être adulte et avoir déjà vécu des situations. Enfin, il faut être conscient en fait de ce qui est en train de se passer. Donc, je pense pas que justement la responsabilité elle doit être sur les athlètes, les adolescents, les enfants. Effectivement, ce qu'a soulevé la psychologue, c'est que il y a effectivement plus d'informations qui circulent, je dirais. Donc, c'est toute la partie prévention qui est ultra importante et qui est en train de se développer là, dans les différents sports. Et c'est ça qui fait qu'il y a un tout petit peu plus d'alerte, on va dire, chez les adolescents. Mais je ne pense pas qu'ils soient en capacité, dans une situation qui était comme la mienne, de pouvoir dire non comme ça, de but en blanc. Ça n'arrivera jamais, malheureusement.
Je rebondis sur ce que vous dites et puis j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'il y a une relation de pouvoir entre le coach et l'athlète. Hein. C'est pas, voilà. Il y a une relation de pouvoir. Donc, être coach, c'est réfléchir aussi à son rapport, à son propre rapport au pouvoir sur l'athlète. Est-ce que là, de ce que vous savez, de ce que vous expérimentez, cette réflexion sur le pouvoir que le coach exerce sur l'athlète, elle commence à prendre, elle évolue, ça, il y a quelque chose qui change ou ce que vous dites, il n'osera pas, l'athlète n'osera pas dire quoi que ce soit. Alors, est-ce que de la part du coach, les choses changent? Alors, moi, je vois par rapport aux réactions qu'il y a eu tout à l'heure qu'il y a une petite crainte quand je dis c'est pas possible de parler de certaines manières. On a tous eu, à un moment donné, parce que moi aussi j'ai entraîné après avoir fait ma petite carrière, et il y a des moments où nos mots vont dépasser nos pensées. Ça arrive, c'est humain, je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose, c'est qu'après, il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir discuter de la situation, s'excuser, voilà. Et à partir du moment où il y a une médiation, où il y a une communication, je pense que c'est pas un problème. Mais voilà, ça doit être réglé. Et à mon avis, les entraîneurs vont dans ce sens aujourd'hui. Et ceux qui vont pas dans ce sens, il faut les jarter. Alors, on en a deux qui vont dans ce sens. Matteo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Je suis encore une fois absolument d'accord. Le coach aujourd'hui, quand il arrive à se détacher du résultat et de la pression du résultat et de la pression du directeur technique et de la pression du directeur sportif et de la pression de l'adjoint et de la pression des parents qui regardent, enfin finalement ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de pression. Voilà, hein. donc il faut déjà se détacher de tout ça et être sensible, attentif, bienveillant par rapport aux joueurs. L'athlète qui lui a une envie de faire une carrière, donc il faut être performant, il faut gagner le samedi, il faut gagner sa place du lundi au vendredi pour pouvoir jouer le samedi. Le papa qui sait que je veux arriver, que je dois arriver parce que au même temps je peux peut-être avoir un contrat et aider la famille dans un moment de difficulté au niveau financier. Enfin, ça fait beaucoup de choses et par moments c'est dur. Par moments, c'est vraiment dur d'être réaliste, sensible et percevoir des signaux de la part des athlètes. Pour nous, en plus, qu'on est dans des contingents de 22 joueurs régulièrement présents, c'est peut-être encore plus compliqué qu'avec des athlètes individuels. Yves. Alors, je pense que ce que Massimo a bien évoqué, c'est que... je vais y arriver, il s'appelle Matteo. Mais ça fait 20 ans que je le connais en tout cas, mais je l'ai toujours appelé Massimo, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est bien, Matteo. Voilà, non, c'est bon. Non, ce qu'il a évoqué, c'est qu'il y a une pression sur les enfants. Par exemple, dans le football, c'est de plus en plus net, parce qu'il y a tellement d'images qui circulent, de salaires exorbitants, de réussite phénoménale, d'être dans les journaux quasiment tout le temps, que les parents, à un moment donné, et je parle vraiment des parents, dépassent le cadre. Ils sont au-delà. Mon fils ne joue pas. Pourquoi? Pas l'enfant. Mon fils ne joue pas. Pourquoi? Mon fils n'est pas pris dans cette présélection. Pourquoi? Et un papa, un jour, m'a dit dans la sélection suisse, je n'ai pas pris son fils. Je n'ai pas pris son fils. Voilà, je sais pas, il était peut-être moins bon que les autres, j'en sais rien. Il m'a dit, vous savez, vous devez prendre mon fils. C'est mon assurance vie. Mais il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Vous imaginez la pression. Et Alex Frey, qui était un ancien très grand joueur suisse, disait, à son époque, il avait un entraîneur, un instituteur et ses parents. Point final. Aujourd'hui, un jeune dans les cadres d'élite, il a la plupart du temps un entraîneur, un assistant, un préparateur physique, un physio, peut-être un psychologue du sport. C'est juste une petite remarque par rapport à notre discussion qu'on a eue. Il a les parents, il a un agent, il a un manager, etc., etc. Et donc, il a des avis qui viennent de partout et il doit gérer ça. Et dans ce sens-là, je vous rejoins par rapport à la discussion qu'on a eue sur les aides qu'on peut avoir à côté, mais c'est difficile. Et quand je reviens juste à l'entraîneur espagnol là, qui expliquait que voilà, il fallait voir les choses un peu différemment, lui disait, il ne faut pas s'attarder au résultat. Le résultat, il est juste, encore une fois, pour l'entraîneur. Il faut s'attarder à valoriser l'effort du jeune.
Et je pense que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait, valoriser l'effort et non pas la réussite dans le résultat, mais valoriser vraiment cet effort et la progression du jeune joueur. Mais ça, c'est vraiment possible, valoriser l'effort, non pas dans la pression du résultat. Hein. Oui, bien sûr que c'est possible. Bien sûr, ne serait-ce que parfois dire simplement bravo à un enfant qui a réussi quelque chose. Et non pas, OK, il a réussi, on regarde. Je vois des entraîneurs, quand il y a un but de leur équipe, pas les mains dans les poches comme tout le monde, comme certains, mais comme ça, et il n'y a pas un mot qui sort. Alors que c'était bien, alors qu'il faut faire vivre l'enfant, il a besoin d'avoir une conscience de lui qui est bonne. Alors il faut l'encourager, il faut dire bravo parfois. Mais on ne dit pas bravo, on dit non, mieux que ça. Non, ben, c'est toute la différence pour moi. Je t'ai vu prendre le micro, Maurice. Tu as aussi pratiqué le sport à un moment où c'était peut-être pas forcément très bienveillant. Ils étaient bienveillants, tes coachs, avec toi? Complètement. Ouais. Complètement. Mais je crois qu'il faut voir les contextes. Là, effectivement, Yves, Mathéo, vous soulevez le football, les jeunes de 15 ans, etc. Moi, j'étais basketteur. Certes, au plus haut niveau suisse, donc au plus bas niveau mondial, on va dire. Désolé pour Suisse Basket, mais voilà. C'est ce qui fait que je suis assis ici aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'autrement, je serais peut-être entraîneur de football en train de crier sur un terrain. Mais les contextes changent. Je crois que le sport, il y a le sport professionnel avec beaucoup d'argent dedans, et puis il y a beaucoup d'autres sports qui ne sont pas comme ça, mais qui présentent quand même les mêmes problèmes. Et tu l'as dit, Massimo, l'asymétrie de pouvoir. Ça, c'est la base de la compréhension des abus. C'est qu'il y a une asymétrie de pouvoir. Et j'aimerais juste souligner un truc, parce qu'on parle beaucoup des coachs et des entraîneurs, mais n'oublions pas de faire un zoom arrière et puis de dire que ça, c'est une des relations contextuelles qui a une asymétrie de pouvoir et qui peut amener des abus, mais il y a tous les autres intervenants. Il y a des abus qui peuvent être perpétrés par les pairs, qui peuvent être perpétrés même par les soignants, on l'a vu dans le cas de la gymnastique américaine, par les médias, par le public, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et puis finalement, la faute, elle est peut-être chez Massimo, quoi. C'est Big Media, hein, la faute, c'est cette pression. Attendez, je me demandais après combien de temps on allait venir. Fallait bien qu'on t'en lance. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc peut-être pour revenir à ce que je disais avant, la définition des abus, l'asymétrie de pouvoir est nécessaire pour créer cet espace. Après, à nous de comprendre que cette asymétrie de pouvoir, elle est existante dans beaucoup de contextes différents et de voir comment est-ce qu'on essaye de la gérer, mettre des garde-fous, éviter des situations de huis clos, parce que le huis clos est problématique et c'est ce qui crée beaucoup. Et toi, tu as vécu le huis clos, Sarah, avec une salle fermée, personne ne rentre dedans, on fait ce qu'on veut, tais-toi. Donc voilà. Oui, et puis on a récemment eu le documentaire de la télévision norvégienne sur les frères Ingebrigtsen. Vous avez peut-être entendu parler de cette affaire. Les trois frères de la famille Ingebrigtsen, le cadet, celui qui brille le plus, mais les deux autres ont aussi réussi, et où ils ont avoué, dit que le père pratiquait de manière terrible, enfin c'était de la maltraitance. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur leur préparation, et le père a dit, mais enfin, la télé norvégienne est venue filmer pendant les entraînements, vous avez bien vu que je ne faisais rien de mal. On est de nouveau dans le non-dit et dans des endroits où on ne voit pas où s'exerce la violence. Il nous reste quelques minutes avant que la salle intervienne. J'aimerais vous entendre sur un point qu'on a abordé, parce que là, je ne sais pas trop comment se passe la formation ou la chose. C'est les parents. On peut travailler à la formation des étudiants, on peut travailler à la formation des coachs, on peut évidemment, il le faut critiquer la manière dont parfois les médias portent au nu ou sacquent des gens, tout ceci est parfaitement recevable. Je me demande très, très naïvement comment on fait pour éduquer les parents. Éduquer les parents, c'est peut-être pas un bon mot, mais parce qu'au fond, les projections, les fantasmes, les assurances-vie, la réparation par mon fils de ce que moi je n'ai pas réussi à faire, ou tout ce genre de choses, je vous pose la question aux psychologues et à l'avocat et à tout le monde ici. Comment on fait avec les parents ? Alors, les parents, c'est effectivement peut-être le maillot de la chaîne très, très complexe. Hein. Le métier aussi de parents, si on va parler de métier, il n'est aussi pas tout facile quand même.
L'autre jour, j'ai envoyé ma fille chez Boris toute seule. Il m'a dit que c'était pas terrible. Donc, apparemment, j'ai pas fait tout juste. Je peux vous rassurer, madame, j'en ai 3 et j'ai certainement fait tout faux aussi. On se sent moins seul. Hein. Bref. Alors, pour ceux et celles qui travaillent quand même avec des mineurs, je pense déjà à ce public qui est enfant, on a quand même la chance de pouvoir parler aux parents, en tout cas. Alors, je pense le médecin, le psychologue et d'autres, voilà, l'entraîneur. Oui, voilà, le coach vient se faire engueuler. Mais nous aussi, hein, on vient se faire engueuler parce qu'on va nous dire comment faire. Finalement, quand vous avez un jeune qui vous demande de l'aide ou en préparation mentale, en suivi psychologique, c'est le parent qui parle, donc, etc. Mais je pense qu'on a un vrai rôle à jouer finalement dans ce triangle qui est... Enfin, triangle, c'est l'enfant ou le jeune athlète, joueuse, joueur au centre du projet et ensuite essayer de graviter, de travailler avec le parent ou les parents, hein, si on a la chance d'avoir les deux, pas encore pouvoir avoir les deux, hein, moi c'est pas toujours le cas, mais là aussi on va intervenir pas sous forme d'éducation, parce que ce n'est pas possible, hein, mais déjà en écoute et en montrant également quelles sont les bonnes manières qu'on pratique dans le monde du sport, qu'est-ce qu'un sport qui est safe en quelque sorte. C'est aussi en tout cas le travail de psychologue, et j'imagine que les psychologues qui sont ici travaillent aussi de ce format-là. En tout cas, dans la littérature scientifique, vous avez beaucoup d'études qui ont été menées sur les relations parents-enfants. Et on voit bien comment les personnes qui sont entre, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue et peut-être d'autres personnes qui interviennent, je pense surtout au staff médical, je pense aux physiothérapeutes par exemple, ben on a un vrai rôle à jouer. Alors, le comment, c'est pas simple hein, de l'évoquer. En tout cas, nous, on connaît notre éthique, on connaît la déontologie, on sait ce que ça veut dire garder un enfant en sécurité. On a ces bases-là, en tout cas, on se doit de les avoir. C'est aussi à nous d'essayer de les transmettre auprès des parents. Quand on soupçonne aussi qu'il y a des abus, qu'il y a des parents qui sont trop pushy, on les entend, on les voit tous les jours. J'imagine, Boris, tu dois les voir encore plus que moi parce que tu as beaucoup plus de suivi de ce genre-là. Ben, comment on fait? On a l'écoute, on observe et ensuite on essaye de faire autrement, de proposer d'autres types d'accompagnement. Ce n'est pas facile, moi je n'ai pas de recette. C'est vrai que j'en côtoie beaucoup, je m'aperçois et parfois aussi moi-même je me dis est-ce que c'est la bonne pratique qu'on peut faire en tant que parent hein? C'est en regardant les autres, c'est en ouvrant. Par exemple, je pense à lorsque vous avez des enfants qui sont dans des clubs, que vous intervenez, vous allez proposer des interventions aux parents. On fait aussi de la psychoéducation avec les parents. Donc, qu'est-ce qu'un sportif d'élite? Comment accompagner? Comment peut-être ne pas justement penser qu'au résultat, mais à la progression, à l'évolution? On forme les parents aussi sous forme de psychoéducation. Ça se fait. J'aimerais vous entendre sur le cas des parents, toutes et tous, parce que ça m'intéresse beaucoup, cette problématique-là, par rapport au sujet que nous traitons. Moi, je vais rester toujours sur mon cas perso. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient plutôt dans le soutien, mais si on peut déjà, à titre un peu justement en parlant de prévention, s'il y a un domaine sportif dans lequel les parents ne sont jamais intégrés, qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas de discussion avec les parents, c'est déjà un drapeau rouge, c'est un signe qu'il y a peut-être de la maltraitance qui se fait au sein, parce que les parents doivent être impliqués. En tant que parent, je pense que c'est... Vous dites impliqués, je vous interromps. Quand vous dites que les parents doivent être impliqués, il faut qu'on s'entende sur ce mot parce que je ne pense pas que les coachs vont aimer qu'on dise que les parents viennent d'être impliqués sur qui je dois sélectionner et faire quoi. Qu'est-ce que vous entendez par impliqués, très concrètement? Impliqués, ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent comprendre le fonctionnement de l'entraînement. Ils doivent comprendre quel est le quotidien que vivent leurs enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de dire aujourd'hui mon fils va s'entraîner moins parce que voilà, il est plus fatigué. Enfin voilà, il n'a pas en fait, je pense qu'il n'a pas le droit d'intervenir sur le. Enfin, c'est encore, ça dépend, hein, mais il faut respecter quand même la partie de l'entraîneur. L'entraîneur doit savoir ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Par contre, tout est toujours questionnable. Donc, si on a des interrogations, si on a des doutes, il faut pouvoir communiquer avec l'entraîneur. Et je pense que ça, c'est le premier point, c'est toujours la communication et être au courant de ce qui se passe. Matteo m'a dit, détrompez-vous quand j'ai dit il ne faut pas trop s'impliquer dans vos affaires. Alors, détrompez-moi. Ok. Faire la composition, non, je ne serais pas d'accord non plus de demander aux parents, ça c'est une évidence.
Parce que normalement, on me licencie moi, donc après, autant le faire avec mes idées. Mais plus sérieusement, pas au niveau du match, mais impliquer les parents dans le parcours de formation des jeunes, pour moi, c'est fondamental. Ils font partie de l'entourage de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, on doit leur expliquer qu'est-ce qu'on fait avec leur enfant quand ils nous l'amènent. On doit attendre d'eux qu'ils nous donnent des informations. Actuellement, il n'est pas bien parce qu'il y a ça comme problème, il y a les parents qui se séparent, etc., etc. Et nous, on doit être attentifs à ça. Donc, si on n'a pas cet échange-là, pour moi, c'est déjà un demi-échec. N'oubliez pas, on l'a dit avant, chez nous, il y a encore le manager qui défend les intérêts. C'est des gens, on peut les critiquer, mais ils font partie du système. Donc, autant les impliquer pour la réussite de l'adolescent. Et je ne vais pas au-delà parce que sinon je vous prends les discours après. Non, mais allez-y si vous voulez ajouter un point. J'y vais après. D'accord. Qu'est-ce que la juriste dit de ce qu'elle entend là et des parents et de cette pression que les parents induisent plus ou moins clairement? Je dirais la juriste va réfléchir selon deux concepts. Effectivement, il y a la question des parents qui sont eux-mêmes peut-être maltraitants en mettant trop de pression sur leur enfant, où là, effectivement, on a des outils de détection aussi, de signalement, de prise en charge, d'intervention de protection de l'enfance. Et puis, le deuxième faisceau, c'est un peu les parents qui sont témoins de cette maltraitance, mais qui ne vont pas forcément agir. Et c'est vrai que là, on réfléchissait en se disant, en tout cas sur Vaud, si on a connaissance d'actes de maltraitance sur un mineur, il peut y avoir un signalement qui est fait, mais généralement, le service de protection de l'enfance, c'est la doctoresse de Palan qui me disait ça, généralement, le service de protection de l'enfance, si les parents semblent réussir à gérer la situation, va pas forcément aller plus loin dans son intervention. Donc, on attend quand même des parents qui prennent leurs responsabilités de parents et que face à une situation où le mineur est en danger, eux-mêmes interviennent pour protéger le mineur et qu'on ne va pas forcément intervenir si les parents ne sont pas actifs. Donc, si le parent, au fond, accepte cette maltraitance, lui-même peut devenir, au fond, maltraitant par ricochet, et là, il devrait y avoir une intervention. Concrètement, tu as été confronté à ce genre de choses, Boris, c'est-à-dire le médecin doit parler aux parents parce que le patient mineur qui vient vers toi te dit des choses qui te forcent, toi, médecin, malgré le secret professionnel, à devoir faire quelque chose? Oui, alors ça implique déjà qu'on puisse voir les patients athlètes mineurs seuls, ensuite voir les parents. Donc ça demande des temps de consultation qui sont étendus et ça demande vraiment d'être à l'écoute, etc. Alors oui, on peut faire ça, bien sûr. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ces relations avec les parents, comme disait Roberta, c'est des moments d'éducation quand même. Je pense qu'on peut profiter d'essayer de souligner certains points en disant tiens, ça paraissait un petit peu problématique. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis de les solliciter un petit peu dans leur avis pour essayer de les mettre un petit peu face parfois à ce dilemme. Et un autre dilemme qu'il faut quand même souligner, c'est que les jeunes sportifs que nous voyons régulièrement sont souvent hyper motivés. Alors, je fais de la médecine du sport, je vois des jeunes sportifs, donc il y a un biais de sélection, on est d'accord, mais ils sont hyper motivés. J'ai fait partie de ces jeunes-là. J'ai pas dit que j'avais mal, que j'avais quelque chose, etc. Je veux dire, ils font ça. Ils vont cacher les choses. Les parents sont un petit peu mal pris parce que souvent ils savent pas. Et puis, si le jeune est ou la jeune est très motivée, ils vont venir se mettre en porte-à-faux par rapport au désir et à la motivation de l'enfant, alors qu'ils veulent essayer de promouvoir ceci. Donc, ils sont un peu pris en otage des fois. J'aimerais, Yves, que tu donnes ton expérience aussi, toi, avec les parents. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis après, on passera, si vous le voulez bien, à vos questions. Je vous laisse déjà un peu y réfléchir pour qu'on y consacre aussi une demi-heure. Dernier mot sur les parents, Yves. Donc là, je m'occupe de Fouteco 12, 13, 14 en Valais. Oui, il est allumé. Oui, c'est bon, c'est bon. Et en début de saison, c'est-à-dire au mois d'août, on a fait des séances par an. C'est sur 4 zones. Vous avez le Haut-Valais, le Valais central, le Bas-Valais Martigny et le Bas-Valais Montais parce que le Valais est très...
organisé comme ça. On a fait des séances avec les parents et on a essayé d'expliquer comment on allait travailler. Voilà. Donc ça, c'était le premier. On va refaire une séance en fin janvier, début février, en réinvitant les parents, leur demandant leur avis, voir ce qui s'est passé. Donc pour moi, ça, c'est vraiment notre contribution, de façon à ce qu'ils comprennent un petit peu dans quelle direction on va aller avec leur enfant. Après, il y a des clubs plus célèbres, des grands clubs, qui ont une règle très simple. On parle du cadre, on parle de l'attitude de l'enfant, on ne parle jamais football avec les parents. C'est un choix. Ça veut dire que le cadre, c'est la manière dont l'enfant vient dans l'équipe et comment l'attitude, il se comporte aux entraînements en match. Ça s'arrête là, la discussion. Tout ce qui est progrès football, tout ce qui est progrès technique, tout ce qui est progrès tactique, tout ce qui est développement, non, on ne parle pas. Et il y a un club encore plus sévère, il est aux Pays-Bas, je crois. Lui, il avance, il met des formes jouées, il met des exercices, il met des jeux. Celui qui réussit, c'est bon. Celui qui ne réussit pas, à la fin de l'année, il part. Sans explication. Vous voyez, il y a une dureté différente d'un pays à l'autre. Et par exemple, un très grand club espagnol, un jour, a dit non à un enfant. Ils l'ont expliqué aux parents, simplement pour des questions d'attitude, qui n'avaient rien à voir avec le football. Non, c'est fini. Alors, libre à lui, après, d'aller jouer ailleurs, bien sûr. Mais donc voilà, ça, c'est un petit peu les relations qu'on peut avoir dans le football avec les parents. Des relations parfois très claires, très faciles, et puis parfois des relations plus difficiles. Mais ce qui est très important, c'est qu'au départ, les règles, elles sont claires. Si les règles sont claires, ben, les parents, en général, collaborent, pour moi, assez bien. Mais ils acceptent difficilement que leur fils ne soit pas présélectionné. Ça, c'est un des problèmes. Ça leur fait peur, il va rater une marche, il ne va pas pouvoir progresser. Voilà. Merci. Voilà, il est 19h15. Je vous propose qu'on consacre une demi-heure maintenant à vos questions sur des points qui ont été abordés ou qui n'ont pas été abordés ou des choses en lien avec le thème que nous traitons depuis maintenant 3/4 d'heure. J'aimerais vous remercier pour cette première partie que j'ai trouvée à titre personnel vraiment très intéressante. Je pense qu'on pose un certain nombre de choses. Et maintenant, il y a 2 micros qui circulent dans la salle. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué pour la première ou le premier qui pose une question. Et voilà, d'emblée, casaque rouge, toque grise. Ah non, veste grise. Je vous en prie, madame. Merci, comme ça j'ouvre la discussion et puis je rebondis sur cette question de parents. Et puis moi qui suis spécialiste de la maltraitance, on met beaucoup de poids sur les épaules des parents. Et je suis très contente d'entendre ce que vous faites en Valais avec des réunions de parents où on fait déjà diminuer la pression, c'est-à-dire qu'on explique aux parents qu'il y a peut-être 1% de possibilité de devenir professionnel. Le but, c'est le plaisir, c'est de progresser, enfin tout ce que vous donnez comme objectif. Et puis que ça soit entendu par les parents et les joueurs aussi en même temps. En pédiatrie, on a aussi changé notre façon de faire. On ne voit pas les parents tout seuls ou que les ados tout seuls, mais quand on doit faire passer des messages de prévention pour faire baisser la pression, pour préciser les objectifs et dire qu'est-ce que c'est que la bienveillance, autant dans le sport qu'à domicile ou à l'école, on doit inviter tout le monde et on doit faire passer les mêmes messages à tout le monde. C'est une responsabilité au niveau scolaire. Évidemment, au niveau de la santé, on essaie de faire beaucoup mieux que, je pense, qu'il y a une vingtaine d'années. Et je pense que dans les clubs, il doit vraiment y avoir, effectivement, je pense, des réflexes de réunion de parents, mais alors avec les jeunes, parce que des parents vont des fois rentrer à la maison puis dire ouais, « je crois que ton entraîneur, il n'a pas bien compris, on va continuer comme ça ». Donc, il faut que le jeune entende ça, pas que ça triangule, et puis qu'on continue la pression d'une autre manière, mais il faut vraiment inviter tout le monde pour des messages de base, de bienveillance, de performance, de santé. Et je pense que c'est une piste intéressante, cette approche systémique, et puis qu'il n'y a pas juste un enfant ou un footballeur, mais il y a toute une famille et toute une communauté autour qui doit avoir un message cohérent par rapport aux objectifs et au bien-être de l'enfant. Voilà, c'était plutôt une remarque et puis d'encourager et puis de remercier. Moi, ça me rassure beaucoup d'entendre qu'il y a des endroits, même dans le sport d'élite, où on arrive à mettre les choses à plat avec les parents. Idéalement, c'est un problème aussi étatique, hein, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de pression sur des parents qui sont dans la précarité. Forcément, ils vont essayer de trouver au niveau scolaire ou au niveau football une solution à leurs finances. Donc, tant qu'on a un État qui ne soutient pas les familles et qui ne soutient pas les enfants dès la petite enfance avec bêtement des soutiens
financiers, on aura ce genre de pression importante pour des enfants et notamment ceux qui sont issus de la migration. Merci Madame. Yves. Oui, vous voyez, quand on parlait de présélection avant, je vous donne juste un exemple d'un papa. Son fils n'est pas pris la première fois pour diverses raisons. Et le papa téléphone encore une fois à mon collègue pour lui dire « Mais je vais avoir l'air de quoi, moi, auprès des autres parents ?» C'est pour moi... Et malgré les séances qu'on a faites. Donc, voilà, ça veut dire que, oui, on essaye, mais le message, il va mettre du temps à passer quand même. Parce que derrière, il y a cet enfant, il y a ce papa, et ouais, c'est parfois plus dur que simplement « Bonjour, on fait une séance ». Voilà. Mais on essaye, on verra. C'est louable. Autre question, monsieur. Oh, pardon. Oh, mais attendez, j'avais pas vu que j'avais le tableau derrière moi, là. Oui, alors voilà. Je vous prie, puis après, on en a un paquet de questions qui sont arrivées. Allez-y, merci. Non, ne vous inquiétez pas. Je m'excuse, j'interviens beaucoup, mais j'aimerais amener la réalité de terrain aujourd'hui avec les jeunes que je peux côtoyer. Et j'ai l'impression que c'est plutôt un système qui est maltraitant dans les sports collectifs, ou en tout cas dans lequel je peux avoir une observation. Et puis, la question, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser l'effort, le développement de l'enfant, le développement de ses composantes mentales, alors que chaque 2 ans, un enfant de 13, 15, 17 ans, il ne sait pas s'il va être gardé dans l'équipe parce que de nouveaux joueurs vont arriver. Il y a la réalité du terrain, bien sûr, mais c'est comment est-ce qu'on accompagne ça? Avec qui? Quel professionnel? Et je rebondis sur ma question de départ de comment est-ce que l'institution suisse du football, l'ASF, dans les labels performance qu'ils octroient au club, comment est-ce qu'on peut ne pas intégrer ce qui est la base, les émotions, la pensée? Et il y a des professionnels pour ça. Donc je m'excuse d'être un petit peu, mais c'est dans une visée développementale et de terrain. La réalité aujourd'hui, elle est pas, enfin, il y a des enjeux importants, mais c'est des enjeux pour mettre l'enfant au centre des préoccupations et les adolescents. Et ça demande à revoir le système, parce que je ne comprends pas comment on peut développer un joueur alors qu'en fait, l'entraîneur va tout le temps valoriser le résultat dans son idée. Et il y a des composantes mentales qui sont basiques. La gestion des émotions, l'enfant il doit apprendre à le faire. Il doit avoir une boîte à outils pour des stratégies de coping pour se dire « Ah, quand je vis ça, j'ai cette boîte à outils. Je peux faire de la respiration, je peux faire de la visualisation. » Et aujourd'hui, on met les enfants sous pression. Il y a des enfants qui se rongent les ongles. Quand on voit des vidéos, ils se rongent les ongles dans les sélections. Et on ne met pas des outils en place. Donc moi, non, ma question, c'est quelle est la réalité du terrain pour vous? Et puis, comment est-ce qu'on peut... On va y aller étape par étape, peut-être. Je crois qu'on a reçu votre critique, parce qu'autrement, je vous sens que vous êtes tellement passionné, vous allez vous embarquer dans un truc, on va en avoir pour un moment. Mais je ne veux pas avoir l'impression d'être coupe zizi, comme on dit dans les débats, mais on va peut-être commencer sur... Si j'ai bien compris, il semble, selon vous, il y a un décalage entre ce qu'on leur demande, la pression qu'ils ont, et puis la réalité d'un certain discours. Exactement. Je réponds juste et après Matteo qui travaille. Si tu veux, je peux répondre, mais ce sera moins intéressant. Matteo qui travaille comme responsable pourra préciser un peu ce qui se passe au Lausanne Sport. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans l'élite, il y a de la concurrence. Ça veut dire qu'à un moment donné, mais dans tous les sports de l'élite, où vous passez ou vous passez pas. Le choix, le but, c'est d'essayer de le faire le plus tard possible, de laisser pas mal de temps. C'est pour ça qu'il a été créé, par exemple, par l'association Suisse Foot Eco, ce qui laisse les enfants dans leur région, ça leur permet tranquillement d'avancer, puis ensuite ils sont réunis en 15. Mais c'est vrai qu'en 15, par rapport à 60 joueurs, il n'y en a plus que 36. C'est vrai. Donc il y a un problème. Et c'est vrai que le problème, et là, je suis obligé de vous rejoindre, même si sur d'autres aspects, on en a discuté avant, on n'est pas tout à fait d'accord, mais sur ce problème-là, c'est vrai qu'on n'a pas, dans les labels de formation, une vraie organisation par rapport à un psychologue du sport. Voilà, c'est vrai. Des clubs le font bien, et là, je donne la parole à Matteo pour savoir si eux, ils l'ont. Merci, Massimo.
Le système est celui qui est. Donc là, j'y peux peu pour l'instant. Donc on essaie de faire au mieux. En tout cas, ce qui me concerne au Lausanne Sport, l'année passée, on a fait passer une formation au niveau mental en collaboration avec l'UNI pour tous les coachs, c'est-à-dire ceux qui sont le plus en contact avec les joueurs. Nous sommes attentifs, et particulièrement cette année avec cette nouvelle structure qu'on a amenée, mais on n'est que 4 mois, donc soyez un peu indulgents. On parle beaucoup plus de développement individuel que de résultats d'équipe. Maintenant, je vous prends les 19 chez nous, ils ne vont pas bien au niveau des résultats. Moi, je ne sais pas où ils sont au classement, je vous l'assure. Et je suis le responsable technique. Si ça va durer encore longtemps, on va me taper derrière la tête. Parce que de l'extérieur, on va me parler des résultats. Mais pour autant que c'est une équipe, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais ce problème-là, il n'y a pas tous les directeurs techniques qui assument ça. 2, j'essaye de faire évoluer les discours individuels par rapport aux entraîneurs qui réfléchissent toujours individuel. Donc, au bout d'un moment, si on est vraiment dans l'accompagnement, il y en a certains qui vont sortir automatiquement parce que l'exigence n'est plus pour eux, donc c'est peut-être un peu moins, pas dit, mais un peu moins dur. Ou alors on crée des voies parallèles pour qu'ils puissent continuer à faire du football, sans que ça soit une élimination. Après, ça reste quand même un système qui est dur, et ça, sur ça, je vous rejoins. En attendant que le Massimo, oui, si oui, bien sûr, volontiers, bien sûr. Oui. Alors moi, je voulais juste revenir sur la question de Maurice. Alors merci beaucoup. Maurice a été aussi formé à l'Université de Lausanne en psychologie du sport. Donc c'est la première volée de ces nouveaux psychologues du sport. Vous étiez diplômé en 2021, c'est juste? Oui, c'est vraiment tout frais. Hein, 20, donc tout frais, oui. Et il y a déjà la deuxième volée qui va être formée l'année prochaine, donc du coup 2024. Et actuellement, il faut le dire, parce qu'actuellement, quand même, en Suisse romande, on a, en tout cas l'année prochaine, on va avoir 13 plus 19, donc faites le calcul, une trentaine de psychologues du sport formés. Après, il y a tout le travail à faire dans les fédérations, parce que moi, j'entends, ce que tu veux amener, c'est que dans le football, il n'y a pas encore des psychologues du sport qui sont peut-être ancrés dans les fédérations. Mais c'est aussi un travail de longue haleine, qui va mettre beaucoup d'années. La formation, maintenant, elle est en place. Il y a des personnes qui sont formées. C'est aussi maintenant à vous de vous rendre également visible dans les différentes fédérations, dans les différents clubs, afin de proposer ce qu'on appelle des plans d'intervention, des concepts d'intervention. Parfois, je parle avec des fédérations étrangères et elles m'évoquent le fait que certaines fédérations ont mis 25 ans afin d'avoir ce que tu évoques, une construction de la préparation mentale, de l'accompagnement psychologique, en partant de l'enfant à l'adolescent, l'adulte. Donc 25 ans. Alors peut-être qu'on va mettre un peu moins de temps, j'imagine, parce que notre formation est quand même à l'avance, mais tout ça pour dire que maintenant c'est à vous, finalement, aux personnes qui ont été formées, et ici il y en a beaucoup. Alors je suis fière de ça, parce que combien de médecins du sport il y a dans la salle? Merci d'être là. Merci. Et combien de psychologues du sport et préparatrices mentales il y a? Voilà, mais bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour montrer que cet accompagnement, en tout cas du domaine psychologique, alors c'est pas pour dire qu'on est mieux formé que les médecins, mais non, mais en tout cas, on forme. Donc, c'est maintenant, c'est à vous de s'aventurer dans les fédérations, dans les clubs, parce que les clubs sont quand même souvent les cultes. Ils sont très contents lorsqu'on se présente pour pouvoir, votre belle histoire avec justement l'Université de Lausanne, sont aussi contents que des experts viennent pour proposer des accompagnements afin d'accompagner nos jeunes. Il y a un médecin du sport pas très bien formé à côté de vous qui... Non, c'est mon avis personnel. Non, mais boutade mise à part, je vous ai vu, il vous écoutait très attentivement, il avait envie de dire quelque chose. Je ne vais pas prendre la perche que vous me tendez. Non, je voulais dire, mardi, j'étais à Suisse Olympique, on avait une journée pour les fédérations nationales autour des Jeux Olympiques. Pour les staffs médicaux, il y avait des physiothérapeutes, des psychologues, des nutritionnistes, des médecins du sport. Et puis on a une table ronde avec des responsables de fédérations, etc.
Et à un moment donné, avec Swiss Cycling, la discussion était sur oui, mais comment est-ce que vous décidez de prendre du staff expérimenté ou pas, des physiothérapeutes pour les Jeux Olympiques ou pour les compétitions. Et puis est venue la thématique des financements et qu'ils disaient mais moi, si je dois choisir entre un mécano pour le vélo, pour le team mountain bike, pour que Nino il puisse gagner une médaille, ou bien je mets l'argent pour un physiothérapeute, je prends le mécano. Et donc, juste pour que on se rende compte du niveau de la discussion. D'accord ? Donc, alors après, introduire des psychologues du sport, etc., dans les fédérations avec une mission et avec un financement qui est lié à ça, on en est très très loin. Et dernier point que je voudrais dire, c'est que il commence à y avoir de plus en plus de personnes issues des formations mentales dans le sport. Je ne dis pas psychologue du sport parce que souvent, c'est le côté préparateur mental qui est intégré dans les fédérations, pas pour s'occuper du bien-être, etc., mais pour améliorer la performance. J'ai entendu un c'est juste. Je voudrais rajouter une petite chose. Je pense qu'effectivement, on a mis le doigt sur le nœud du problème, c'est toujours les finances, hein, on est bien d'accord. Dans mon cas, quand j'ai décidé d'arrêter la gym, et ça a été du jour au lendemain, je peux le dire, il y a eu 0 accompagnement sur qu'est-ce que c'est d'arrêter le sport d'élite. Parce que typiquement, on a les compétitions, ça engendre de la dopamine, on est peut-être presque un petit peu addict à toutes ces choses, donc on a l'habitude de s'entraîner plusieurs heures par jour, et on passe, en tout cas pour mon cas ça a été ça, comme j'avais pas d'accompagnement que j'étais jeune, je suis passée de tout à rien. Ce qui a déclenché après ça, pour moi, c'était toute une partie très très triste et très dépressive, je peux le dire. Donc c'est assez dangereux. Donc c'est vrai qu'il faudrait, dans un monde idéal où il y aurait les financements pour, intégrer donc, dans la préparation mentale, donc que ce soit pour la performance, c'est important, oui, mais c'est quoi le après le sport? Et ça, pour l'instant, c'est pas du tout encore dans les discussions. Il y a là aussi une forme, entre guillemets, de maltraitance, d'une certaine manière. On est un petit peu réduit à des numéros, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nous a utilisés, voilà, on t'a détruit ta petite santé, là, puis après tu rentres chez toi, mais à la fin, entre guillemets, t'es un peu plus rien. Yves va réagir, mais ce que vous dites, au fond, alors on ne va pas jeter la pierre, mais ça pose quand même une question. Il y a des questions sociétales hein, dans lesquelles nous sommes tous concernés, et quand même la gouvernance des fédérations. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit avant. Vous devez vous faire connaître. Parce que j'ai parlé avec un entraîneur une fois qui m'a dit « Le psychologue du sport, c'est un 4e pouvoir chez moi. Lui, il fait les choses, mais il ne va rien me dire. Confidence. Confidentiel, c'est entre l'athlète et moi, psychologue du sport. Donc, c'est un 4e pouvoir. Non, je vais juste... je dis pas que c'est ça, mais ça fait encore peur à certains. Ça veut dire que... à l'ASF, je me souviens qu'on a travaillé aux alentours des années... attendez, j'y suis rentré il y a tellement longtemps qu'il faut que je refixe. Vers les années 2000, 2002, on a parlé de ça. On m'a donné quelqu'un pour mon équipe nationale pour travailler avec un psychologue du sport. C'est resté à l'expérience de 2 ans, mais qui était intéressante. Mais aujourd'hui encore, je sais qu'il y a des réticences par rapport au mot psychologue du sport. Donc, comme vous le disiez très bien, vous devez vous faire connaître, vous devez amener votre expertise, et je pense qu'à ce moment-là, c'est quelque chose de positif pour nous. Mais c'est vrai que c'est un sport collectif où il y a beaucoup de joueurs dans un club par rapport à un sport individuel où on s'occupe d'un athlète, ce qui est un petit peu différent quand même. Mais c'est une idée, on en a parlé avant. Je pense que c'est quelque chose à creuser ou à faire des offres. Madame, vous avez une question? Oui, c'est une question. Je pense que l'aspect financier est très important dans pourquoi certaines choses se font comme elles se font. On sait que les entraîneurs dépendent des subventions, donc s'ils n'ont pas les résultats, ils n'auront pas les subventions. Enfin, ça crée tout un environnement. Mais il y a les bénévoles et les parents. Vous avez parlé des parents, comment les aider, mais il y a les parents qui sont très impliqués dans les clubs de sport, et c'est souvent grâce à eux que les clubs de sport fonctionnent. Comment faire pour les amener à être attentifs à tout ce que vous avez mentionné, parce que les parents sont
peut-être professionnels dans leur job, mais ils ne sont pas professionnels dans le sport. Et finalement, c'est un peu des garde-fous. Et comment on peut les aider à être plus à l'écoute, plus prévenants, plus comme il faut, quoi. Réagir? Bon, moi je peux dire, on fait des conférences dans certains cadres avec des jeunes. Je peux donner l'exemple d'une école internationale sur Genève où on a mis en place une structure d'accompagnement sport-études où il y a un versant médical parce que ça a été fait de concert avec la direction de l'école. Et puis on organise 2 à 3 fois par année des événements pour les parents et les jeunes qui sont présents, plus tous les entraîneurs du contexte, pour parler justement des garde-fous, de sentir c'est quoi les symptômes quand quelque chose commence à être un petit peu trop, pas bien, etc. Donc c'est une façon, en tout cas celle que moi je trouve, pour essayer d'aborder cette question-là, mais je suis d'accord bien sûr Isabelle avec toi, il faut qu'on puisse intégrer les parents qui sont des personnes ressources et qui parfois leurs compétences propres qu'on ignore et qui peuvent être extrêmement utiles comme ressources. Donc il faudrait pouvoir aller vers elles et puis leur donner l'empowerment des parents, les aider à contribuer parce qu'ils peuvent et veulent souvent. Je dirais que moi, ça m'amène à une réflexion plus sur cette qualité de bénévole. C'est vrai que voilà, je travaille aussi avec quelqu'un qui est président d'un club de foot et puis qui me dit mais c'est bien joli tout ça, le cadre légal, mais après nous on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui viennent, on va pas vérifier toutes les compétences humaines, éducatives, pédagogiques de toutes les personnes qui viennent nous aider. Puis je pense, voilà, moi j'ai débarqué aujourd'hui avec mon joli cadre légal qui est tout bien écrit et puis qui vous donne plein d'obligations et de règles. Mais après, l'idée, c'est quand même aussi d'instaurer une culture différente en fait au sein des clubs et des fédérations et que cette culture, du coup, elle puisse un petit peu rayonner sur l'ensemble de ses membres. Donc, c'était ça le message que je voulais passer. Alors, je vois, voilà, monsieur. Bonjour, moi ce serait sur les moyens à mettre en place pour convaincre ou obliger peut-être, je ne sais pas, les gens qui ne sont pas forcément de l'avis des gens de la salle. Parce que je pense qu'ici tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est important d'avoir des psychologues du sport, etc. Mais comment on fait quand on va avoir des coachs ou des présidents qui ne sont pas forcément de cet avis-là? C'est bien de poser la question. Je ne suis pas convaincu que vous repartiez avec une réponse satisfaisante, parce que ça me paraît compliqué. La preuve, ce petit silence. Si vous avez la chance d'avoir le président que j'ai, vous me donnez votre numéro de téléphone et vous venez. Parce que c'est un président qui ne vient pas du football et qui est très sensible à l'aspect mental. Donc l'année passée, il a payé... Ah non, je ne peux pas le dire, on est à la maison. Donc, beaucoup pour la formation des entraîneurs dont j'ai parlé avant. Et puis, dès janvier, on va prendre un deuxième step par rapport à ce programme qu'on a mis en place. Et ça coûte cher, c'est sur mon budget, mais le président veut le faire. Donc, j'ai la chance d'avoir un président, et je le répète, très sensible à ça, peut-être bien parce qu'il ne vient pas du football. Mais c'est un cas... C'est extrêmement difficile parce que je rejoins l'histoire du mécano. Quand vous devez discuter budget en début de saison et que vous dites j'ai le budget pour un salaire de plus, souvent c'est un joueur, souvent c'est un entraîneur, souvent c'est quelque chose d'autre parce que l'aspect mental, on ne le voit pas. Donc c'est complexe. Madame? Oui, alors moi peut-être j'ai une question pour vous. L'expérimental, c'est dans quel sens? L'aspect mental, ok, voilà. Alors, c'était l'aspect mental, pas l'expérimental. Okay. Alors, l'aspect mental, comment vendre un psychologue du sport dans les fédérations, dans les clubs, on parle de ça? C'est votre question? Oui. Là, alors, si on reste sur les aspects mentaux, parce que en tout cas, c'est la place du psychologue ou la préparatrice mentale ou préparateur mental. Actuellement, je pense que le mental est quand même bien illustré, documenté. Il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui montrent malgré tout que les aspects mentaux sont des composantes, je pense, indissociables de la performance. Mais toujours orientés
vers la performance plus que vers, entre guillemets, l'équilibre. Oui. Si j'ai bien compris. Parce que c'est moi qu'on s'y arrête quand même. Oui. Parce que Sauf qui est que, l'importance du mental? Oui, bien mais sûr. dans quel Enfin, but? Mais l'importance du mental, moi, je pars quand même du principe que c'est dans un but de bien-être, de santé, d'épanouissement, de plaisir, qui ensuite va permettre la quête à la performance. Et Boris le dit bien, hein, d'abord être en santé et ensuite, si on peut, on va performer. Tu le dis souvent, ça. Ça, enfin, je crois que c'est la base. Ça, sur ça, je ne crois pas qu'on va... Je ne suis pas sûr que ce soit compris par tout le monde de la même manière. Non, mais en tout ici, cas, mais... quand on présente des choses qui sont assez claires... Attendez. Moi, mon expérience, c'est que quand on présente quand même des choses qui sont assez claires auprès des entraîneurs, notamment quand on a la porte qui est ouverte par l'entraîneur, qui est quand même, à mon sens, déjà le premier ou la première psychologue du sport ou préparateur mental, parce qu'ils ont déjà beaucoup de compétences dans ce domaine. Ben, quand on est invité, ben, voilà, quoi, souvent, on est bien invité dans les fédérations malgré tout. Moi, j'ai aussi beaucoup d'expériences positives dans les fédérations, dans les clubs, où la présence d'un psychologue ou d'un préparateur mental, préparatrice mentale est quand même très bienvenue malgré tout. Swiss Sailing, je vous donne un exemple, je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes de Swiss Sailing. Non, ben voilà, on a préparé Londres, on a préparé Rio, et là il y a quelqu'un qui prépare justement les prochains Jeux Olympiques. Ça fait longtemps qu'il travaille avec des psychologues du sport et même bien avant. Donc il y a malgré tout des fédérations qui sont bienveillantes et qui sont ouvertes à ça. Mais oui, ouvertes, et je pense parce que a eu été fait un bon travail, donc les relations sont bonnes avec les entraîneurs, avec le chef de projet ou le président de la fédération ou la présidente, et ça se passe bien finalement. Mathéo? J'ai travaillé pour 4 structures différentes en Suisse. Dans 3, il y avait 3 psychologues du sport qui travaillaient, donc c'est pas si rare que ça. Et à chaque fois qu'on pose la question aux joueurs, aux athlètes, sur quel aspect mental tu veux travailler, comment je peux arriver, comment il faut faire pour gagner, comment gagner la concurrence, donc bien-être, je n'ai jamais entendu parler. Gestion des émotions, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire gestion d'émotions? Aucune idée. Donc c'est vraiment, ça part vraiment de loin. Et après, un club qui est champion suisse aujourd'hui, qui travaille avec une préparatrice mentale, tous les collaborateurs deviennent fous parce que 80% des joueurs passent chez elle et tous les collaborateurs, ils ont 0 info. Donc c'est vraiment compliqué alors que les ressources sont là. Moi, j'ai l'impression qu'on part dans un tunnel là, juste sur le mental. Je m'excuse, mais peut-être pour répondre de manière plus globale à la question qui est posée, on est, là je prends ma casquette de président de la Société suisse de médecine du sport, on est en discussion avec Suisse Olympique tout prochainement pour mettre à jour les concepts médicaux pour les fédérations suisses et de mettre un standard en place qui dise, voilà, un concept médical pour l'ASF, pour Suisse Hockey, etc., ça doit contenir ça, 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 ça et ça. Ça veut dire la santé globale, on ne va pas prendre les définitions de l'OMS, mais le mental est dedans, mais il y a la santé physique, il y a l'accompagnement, il y a les ressources, le réseau, il y a comment on fait, il y a quelles finances on doit mettre dedans, etc. Et nous, c'est ça qu'on aimerait faire avec Suisse Olympique, donc l'association fêtière, qui ensuite propose aux fédérations, parce qu'ils ne veulent pas dire de faire, ils proposent. C'est le problème qu'on a. Ils sont d'accord avec nous, mais ils disent, mais nous, on n'est que force de proposition, puis les fédérations font ce qu'elles veulent avec l'argent qu'on leur donne. Et nous, c'est notre bagarre aujourd'hui de dire non, vous devez leur dire une partie de cet argent doit être dédiée au concept médical au sens large, qui comprend le mental, mais aussi beaucoup d'autres choses. Merci. Madame? Oui, moi j'aimerais revenir sur 2 points. Déjà, le fait qu'on fait peur et qu'on doit être confidentiel et que du coup on ne peut pas collaborer. Si on discute avec la personne qu'on a en face de nous, puis qu'on dit il y a des choses qu'on peut partager avec les entraîneurs, qu'on se met d'accord, on peut tout à fait avoir une très bonne collaboration. En tout cas, moi je travaille comme ça et ça se passe très très bien. Puis la deuxième chose, c'est qu'en tant que psychologue du sport, je suis par ailleurs aussi psychothérapeute, mais on travaille toutes ces questions de voilà, arrêter le sport, terminer sa carrière, toute la partie de la difficulté de tout ce qui se passe dans le sport, ça fait partie de notre travail au quotidien. Et puis moi, je commence tôt avec les adolescents pour les mettre au courant un peu de qu'est-ce qu'ils vont peut-être rencontrer dans le sport, quels sont les points qu'on va
travailler, qu'on aura peut-être une fois à travailler pour qu'on puisse anticiper un tout petit peu, puis pas faire vivre des choses très difficiles par ailleurs, quoi. Je pense qu'il faut aussi entendre que tout ça, ça fait partie de notre travail et puis qu'on est prêt à collaborer avec les clubs, avec les fédérations, de manière tout à fait respectueuse de l'athlète et de la confidentialité par ailleurs. Je suis totalement d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas de cet avis. Il faut convaincre. Et Matteo a quand même tout juste. Il a un président qui lui donne les moyens. Je ne sais pas si tous les présidents du football suisse sont prêts à agir dans ce sens. En tout cas, j'en connais quelques-uns, c'est déjà non. Et je dis quelques-uns, Matteo. Ouais, moi j'en connais quelques-uns aussi, je ne les vois pas dire oui. Alors, monsieur? Oui, alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, et le président, c'est de prendre des modèles. Ce n'est pas du jour au lendemain de demander que tous les clubs fassent pareil. Par contre, de mettre en avant ce que vous faites, comme j'ai le cas avec certains clubs de basket féminin également, où il y a des gens très bienveillants qui mettent en place des structures, c'est de travailler ensemble pour montrer, pour en faire de la communication, pour dire voilà ce que c'est un club qui est bienveillant autour des jeunes. Et certainement qu'avec le temps, on verra que ces clubs-là, ce ne seront pas les derniers du classement. Et ça va plaire aussi. Hein. On voit bien quand il y a un côté performance quand même qui arrive au bout d'un moment. Ça ne va pas être en quelques mois. Et vous avez commencé le travail, il y en a encore beaucoup. Mais je pense que ça doit devenir des modèles et ça doit se montrer comme des modèles. Oui, là-bas au fond. Moi, j'ai une question. Monsieur Debonner, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'on se fasse connaître, notamment les psychologues du sport, par exemple. Nous, on est en formation de travailleurs sociaux, assistants sociaux en l'occurrence, et on mène une petite recherche. On essaie de comprendre comment, ce qui fait que les jeunes en formation de football ne recourent pas en fait aux prestations de soins. Enfin, voilà, en gros, comprendre leur comportement face à ces questions-là. Et il se trouve qu'on voulait un petit peu investiguer au sein des clubs professionnels de football de Suisse romande. On en a sélectionné 5, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2 qui nous ont fermé la porte, sans proposer de revenir ultérieurement. Enfin, voilà. Donc, on avait un peu l'impression d'être des adversaires. Et puis, en fait, le but pour nous, justement, c'était de débroussailler un petit peu ce sujet-là qui est peu connu et de voir des perspectives, en fait, de collaboration. Et voilà, c'était un petit peu... qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je peux vous citer les noms des clubs, mais... Non. Non, on va surtout retenir qu'il y avait 2 portes fermées sur 5. Ouais. Puis un, quand je même. le connais. Et un, il le connaît. Donc il ne reste plus qu'un, mais c'est pas grave. Ouais. Enfin, j'imagine en tout cas. Mais écoutez, c'est de nouveau, c'est toujours, c'est un peu aussi comme pour les psychologues du sport pour moi. C'est une crainte. C'est une crainte. Je constate que dans certains lieux, on n'aime pas trop que les gens venant de l'extérieur viennent un petit peu mettre leur nez. On a notre cadre, on a mis en place des structures, ces structures marchent pas trop mal, on a des résultats, etc., etc. Parce qu'il y a à nouveau le mot résultat. Hein. On a des résultats, c'est bon, donc on va pas quand même montrer à tout le monde ce qu'on fait. Puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai discuté un long moment avant. Et je trouve que c'était intéressant, cette discussion. Le but, c'est d'essayer de progresser. On va rediscuter 2 minutes à la fin. Hein? Comme ça, on pourra peut-être prendre un rendez-vous. Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'ouvrir des portes. Il faut toujours essayer de gagner quelque chose de plus. Alors des fois, il est sur l'aspect tactique, parce que tout à coup, on a quelqu'un qui vient et puis qui est vraiment au-dessus. Ou alors il est sur l'aspect physique, parce qu'on a un préparateur physique exceptionnel à qui on a donné une très belle somme, parce que le préparateur physique, il est dans la promotion de la relève, et pas qu'une fois, puisqu'on en a en général 3, un pour les tout, un pour les deuxièmes, un pour le 3e niveau. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir un psychologue du sport ou quelqu'un qui vient et puis qui pose des questions? À suivre. À suivre. Monsieur? Non, monsieur, vous avez le micro, oui. Dans le même contexte que mon collègue justement de travail, moi je me posais la question,
Au constat que vous avez fait aussi, à l'époque, il y avait le coach et les parents autour de l'athlète. Maintenant, il y a le coach, les parents, et puis toute une panoplie de professionnels, et j'en suis ravi et rassuré. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce lien que les jeunes ont à ces professionnels-là, en sachant que l'environnement dans lequel ils et elles évoluent construit un rapport à ces soins qui les éloigne de la performance. Et du coup, voilà, en fait, comment rendre accessible potentiellement, comment peut-être déconstruire en fait. Je m'excuse, j'ai pas très bien compris votre question. Pardon. Alors il y a tous ces professionnels autour du jeune et de la jeune. D'accord. Comment travailler le rapport que ces jeunes ont aux soins. Comment rendre accessible. J'entends que le club a mis à disposition plein de professionnels. Mais on laisse ça là, ou est-ce qu'on travaille à ces jeunes, leur rapport à ces soins, à ces professionnels? Alors, les psychologues font peur, le physio ou le médecin aussi fait peur. On est allé dans notre terrain de recherche justement enquêter, et ces jeunes ne sont des fois même pas au courant du nom du professionnel qui pourrait les aider. Oui, alors je commence et je te donne ma terre. C'est juste, mais quand j'en parlais avant, de la part d'Alex Frey, ce n'était pas automatiquement quelque chose de positif, contrairement à ce que vous dites. Parce que pour lui, c'était en fait, le jeune, il est perdu entre 8, 9, 10 personnes qui n'ont pas assez de contact entre elles. Alors, un dit blanc, un dit gris, un dit beige, et puis finalement, le jeune, il est là, et pour lui, c'était quelque chose plutôt, à la base, si ce n'est pas coordonné, s'il n'y a pas une relation, qui était dangereux. Donc c'était ça un peu sa vision. Moi, je pense que c'est, au contraire, ça peut être très positif, mais le problème, en l'occurrence du football, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres sports vraiment, c'est que vous avez maintenant tous les extérieurs qui viennent. Des gens qui ne sont pas automatiquement engagés par un club. Tout à coup, vous avez un agent de joueur qui met à disposition du joueur des experts en nutrition, en préparation physique, en préparation mentale aussi. Et puis finalement, le jeune, il fait un entraînement ou deux physiques de plus dans la semaine, il fait encore quelque chose, mais personne n'est au courant. Donc il y a une immense nébuleuse autour des jeunes qui, à mon avis, fragilise encore un peu le jeune. Et c'est pour ça qu'il faudrait, et là c'est peut-être intéressant, d'avoir les gens à l'intérieur du club. Ce sont des gens qui travaillent là, qui travaillent ensemble et qui prennent le jeune vraiment, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la préparation mentale, que ce soit dans la préparation physique, avec un vrai suivi. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, et encore plus dans le football, puisqu'on a les agents de joueurs. Et alors là, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez à un jeune. Si son agent de joueur lui dit « j'ai des contacts avec Arsenal », il a déjà tout oublié. Ouais. Il nous reste quelques petites minutes, donc je vais vous demander à toutes et à tous de resserrer vos interventions puisqu'on a encore 5 minutes. Merci. Je fais très vite, mais je voulais juste relativiser cette peur. Ce n'est pas le psychologue du sport qui fait peur. Parce qu'il y a 20 ans, les journalistes avaient de la difficulté à rentrer dans les clubs. Je pense que Massimo peut le confirmer aujourd'hui. Ensuite, il y a les agents de joueurs qui avaient des barrières. À Balexer, carrément, on a monté 12 grillages pour ne pas rentrer à Balexer. C'est la nouveauté qui fait peur. Alors, j'espère pas manquer de respect à personne en disant la nouveauté, les psychologues du sport, hein, mais qui rentrent et qui fassent partie de la routine, du quotidien d'un club formateur, je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc, une fois que ça... En tout cas, si je fais partie d'un des deux clubs qui vous a dit non, vous revenez vers moi, je vous les porte. Alors, question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Monsieur. Question rapide, bonsoir, merci. Au revoir. Au revoir. Là, la question, c'est, voilà, ce monde idéal, ce serait un sport sans maltraitance, que ce soit au niveau ou bien chez les amateurs. Mais est-ce que vous y croyez à ce monde idéal ou bien il faudra faire des sacrifices et puis on n'y arrivera pas. Mais est-ce que vous y croyez? Vous posez la question à tout le monde, là? Effectivement, oui. Je vais répondre le premier, comme ça je suis tranquille. Allez-y. J'y crois pas. Voilà. On vous écoute, les réponses. Oui, non, pourquoi? Rapidement. Rien. On est pour l'instant deux à pas être franchement croyants. Hein.
avec beaucoup moins qu'aujourd'hui, avec une meilleure connaissance, une meilleure éducation, un meilleur partage entre les professionnels, des meilleures structures, un financement bien dirigé. Et puis, on aura beaucoup moins de problèmes, parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup qui sont quand même évitables pour toutes ces raisons-là. L'éliminer totalement, il ne faut pas rêver. On l'a vu, le sport de haut niveau et de compétition, ce n'est pas une santé garantie absolue, absolument pas. Il y aura des problèmes toujours. Actuellement, j'y crois pas dans l'immédiat, mais oui, j'ose y croire pour un peu plus tard, oui, dans une meilleure construction du sport d'élite. Moi, je suis un petit peu de l'avis de Boris. Je pense qu'on ne peut pas éviter tous les problèmes. C'est quelque chose d'impossible. Mais par contre, il y a un gros... Comment on pourrait dire ça ? On peut vraiment beaucoup améliorer les choses. Si on met en place un petit peu ce dont on a parlé, pour moi, il y a un grand potentiel qui est là. Je reviens rapidement sur ce qui a été évoqué par rapport à la question de demander un extrait du... casier judiciaire aussi. Ça, pour moi, c'est déjà... pour certains, ça va paraître extrême, mais en fait, moi, ça me paraît essentiel. Et puis, rien qu'avec des petites choses comme ça, on va éviter pas mal de problèmes, en fait. Si vous répondez vite, je peux prendre encore une question. Autrement, un monde idéal, non, mais un micro-entourage, donc sur plus petite échelle, avec quelques années de travail, oui. Yves ? Un monde idéal, c'est une utopie de toute façon, mais on peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement, je pense. Voilà, c'est à vous que je sois la dernière question. Merci. Moi, je reviens un peu sur les violences entre pairs et aussi quelles ressources pour un coach pour agir et entendre ces violences, surtout chez les tout jeunes. Madame Iselin, je vous ai vu écouter attentivement la question. Il vous appartient de répondre. Alors, j'ai pas du tout la réponse, mais effectivement, c'est quelque chose qui est aussi souvent mentionné dans les... on va dire les commentaires liés à la mise en œuvre de tout cet arsenal juridique, en disant que cet arsenal juridique, il n'est pas forcément justement destiné à la violence entre les pairs, et on met la responsabilité plus sur les entraîneurs et les coachs comme étant aussi un lieu d'apprentissage des règles de vie de base, et de dire qu'il y a aussi une responsabilité éducative pour venir poser les limites entre les pairs et rappeler à comment on peut se comporter simplement dans un groupe, dans une société. Donc je dirais que voilà, la violence entre les pairs, elle est plutôt traitée comme quelque chose qui peut exister, qui fait aussi partie des fois de l'enfance, qui fait aussi partie de la compétition, mais qui ne doit pas forcément être judiciarisé ou qui ne doit pas forcément répondre à des protocoles de sanctions, mais voilà, plutôt à d'autres réflexions qui ont été évoquées avant. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie tous les 6 et je vous propose de les applaudir. Merci beaucoup. Je dois dire une chose, c'est pas pour vous flatter, mais ça fait 1h30 qu'on est ensemble et je trouve vraiment que la qualité d'écoute que j'ai sentie dans cette salle ce soir est à mains égards remarquable et je vous remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Merci. Un grand merci à Massimo. Merci beaucoup.